Et en gros, voilà, nous sommes dans ce secteur de l'hôpital Saint-André. Un ensemble, bien sûr, disparate, avec bien sûr, puisque l'hôpital, c'est un lieu où on soigne le corps, mais on soigne aussi l'esprit, donc il y a des religieux, des religieuses qui sont les plus importants, à côté de quelques médecins. Donc, il y a une chapelle. Et donc, ce bâtiment, il était vétuste, insalubre, les malades, vous le savez, s'entassaient à 2 ou 3 par lit. Bon. Et on a décidé au XIXe siècle de construire un nouvel hôpital. C'est l'hôpital Saint-André que vous connaissez. Et effectivement, sur la place de la République, vous avez la chapelle qui donne, parce qu'on est toujours dans le même esprit. Et ce bâtiment, imaginé au début du XIXe siècle, Napoléon le précise dans son décret de 1808, sera achevé à la fin de la Restauration, à la fin des années 1820. Et sa trame générale reste aujourd'hui, même s'il y a eu des ajouts de bâtiments progressivement, mais reste quand même tel qu'il a été imaginé au XIXe siècle. Mais en tout cas, le vieil hôpital Saint-André, eh bien voilà, il a disparu et nous avons des immeubles qui donnent sur la place de la mairie. Un autre hôpital qui a disparu lui aussi. C'est un hôpital qui est cher donc, au fondateur des cafés historiques, à Stéphane Barry, qui a travaillé dessus. C'est ici ce qu'on appelle l'hôpital de l'Enquêteur, voilà la Garonne pour se repérer. Vous avez les remparts, Sainte-Croix, donc il faut imaginer ici le cours Saint-Jean, qui va vers la gare et vers la Victoire. Ce vieil hôpital qui servait à récupérer les pestiférés, que l'on ne voulait pas accueillir en ville, on les mettait à l'extérieur, dans cet hôpital, et puis autour de la campagne, parce que c'était la campagne, dans le quartier où nous sommes, on était vraiment à la campagne, on construisait des petites huttes en bois pour que les pestiférés tiennent, et puis voilà, s'ils survivaient, ils pouvaient rentrer chez eux, puis s'ils mouraient, on les enterrait. Eh bien, ce bâtiment, donc délabré, a été transformé en une maison aussi de soins. Au début du XIXe siècle, c'est Napoléon qui l'a décidé, et eh bien, cette maison a été transformée et est devenue le lycée Gustave Eiffel. Là, les vieux bâtiments du lycée Gustave Eiffel correspondent à l'ancien hôpital de l'Enquêteur qui accueillait donc les pestiférés et les malades jusqu'à tard dans la période de l'Ancien Régime. Continuons notre promenade hospitalière. Eh bien, le célèbre hôpital de la Manufacture, construit grâce aux libéralités, aux dons de dames généreuses, de veuves de la noblesse bordelaise, qui ont été étudiées par ma collègue Caroline Lemao. Eh bien, ces parlementaires, ces femmes, donc, ont donné des sommes considérables pour construire un hôpital, pour accueillir des malades, des enfants abandonnés. Il y avait plusieurs centaines d'enfants qui naissaient abandonnés à Bordeaux, à l'époque. Et on a construit donc cet hospice, un peu hospice-prison, où on leur apprenait à travailler pour qu'ensuite ils puissent bien vivre de leur activité, notamment dans le textile, plutôt que de mendier. On est à la fin de la ville, on va vers Bègle, on est sur Paludat. Cet hospice, il a disparu. Ce sont les chais d'Esca qui correspondent, donc ils sont en face du pont Saint-Jean. Mais en fait, les chais d'Esca ont plaqué une façade 19e, au goût composite, dirons-nous. Et si on regarde bien à l'arrière du bâtiment, il y a toujours l'ancien hôpital de la Manufacture. Et si on est attentif, même en prenant le tramway, on longe les chais d'Esca pour aller vers l'intérieur, rejoindre la rue de Tauziat, et on aperçoit les pavillons d'angle de l'ancien hôpital de la Manufacture, avec donc les fenêtres caractéristiques donc, du début du XVIIe siècle. Donc, derrière cette façade, un reste de ce Bordeaux disparu. C'est pas tout à fait disparu, mais il faut bien observer. Quittons les hospices pour voir un petit peu les bâtiments publics. Alors là, je ne m'avancerai pas beaucoup parce que mes collègues antiquisants, vous le savez peut-être, s'interrogent toujours plus ou moins sur ce qu'étaient les piliers de tutelle, parce qu'on en a des témoignages
Ici, c'est une reconstitution en 3D. Ici, ce sont des gravures de l'époque moderne, mais on n'est pas sûr, les historiens ne sont pas très sûrs que les représentations du XVIe, du XVIIe siècle correspondent réellement à ce qui existait. Cette double colonnade les interroge, mais toujours est-il qu'il y avait à Bordeaux, dans l'espace bordelais, depuis l'Antiquité, les Bordelais du Moyen-Âge, les Bordelais de la Renaissance, ils vivaient, ils voyaient les piliers de tutelle. C'était un peu un des symboles de la ville, et bien évidemment, symbole de la ville, et ensuite mal placé, Louis XIV décide de les démolir pour étendre le château Trompette dont je vous ai parlé tout à l'heure. Tout le quartier a été rasé, donc les piliers de tutelle ont été rasés, tous les immeubles qui sont aujourd'hui, qui correspondent à la rue Esprit des Lois, qui était déjà un quartier d'habitation avec de très belles demeures aristocratiques, ont été donc démolis. Et eh bien, on a construit d'abord le glacis du château, promenade, espace vert, terrain vide pour que les troupes puissent tirer au canon depuis le château. Et au XVIIIe siècle, eh bien, à la place des piliers de tutelle, on a édifié le Grand Théâtre. C'était la première attaque des terrains du château Trompette. On n'a pas attaqué le château tout de suite, on a commencé à attaquer les glacis et on a construit le château sous les ruines du Grand Théâtre. On peut imaginer que, très loin sous terre, il doit rester quelques soubassements de pierre des piliers de tutelle. Autre bâtiment public, très beau, enfin, que j'aime bien, de style un peu maniériste, c'est l'ancienne bourse des marchands. Aujourd'hui, on connaît bien sûr la place de la Bourse, la très belle place de la Bourse, mais avant la place de la Bourse était ailleurs. Elle était dans ce qu'on appelle aujourd'hui la place du Palais. La Porte Caillot, eh bien, il y avait depuis le fin du XVIe siècle la Bourse des marchands qui servait de lieu au tribunal de commerce, qui servait de lieu de rassemblement aux marchands de la ville pour négocier leurs affaires. Et ce bâtiment se situait approximativement ici, sur cette partie correspondant à la place du Palais, derrière le cours Alsace-Lorraine. Finalement, c'est un bâtiment donc, qui n'était plus dans le goût du temps, la mode du maniérisme était passée, et quand on a décidé donc, de construire la place royale au XVIIIe siècle, eh bien, la bourse est partie sur la place de la Bourse actuelle. Le bâtiment est resté, et là c'est une gravure du XIXe siècle, donc on l'a conservé, puis finalement, eh bien, on a bâti des immeubles plus modernes. En face de la Bourse des marchands, là c'est une image de synthèse parce qu'il y a quelques gravures, mais même parfois un peu postérieures, le célèbre palais de Lombrières, le palais des ducs d'Aquitaine, n'est-ce pas, qui symbolisait le pouvoir ducal et qui, bien évidemment, entouré, il faut l'imaginer, là il est bien joli, bien propre, bien neuf, en fait entouré d'échoppes, de baraques, n'est-ce pas, comme le montrent certaines gravures du XVIIIe siècle, symbole de l'Ancien Régime. Il est démoli au début du XIXe siècle, pendant la Révolution, et on va bâtir sur son emplacement, il était à peu près ici, des rues et des pâtés de maisons qui vont constituer cette place du palais. Le palais, n'est-ce pas, le nom rappelant la présence ancienne du palais de justice de Bordeaux. Autre bâtiment, alors là c'est une vue en hauteur, donc là ça va être un petit peu plus difficile à imaginer, mais je vous ai mis approximativement, parce que c'est pas toujours facile de trouver les photos correspondantes. On aperçoit dans quelques églises le fort du Ha loin, la cathédrale, et ici un toit, une chapelle. C'est l'ancien couvent, une des rares traces, parce que ce n'est pas toujours évident de retrouver des témoignages iconographiques des bâtiments anciens. C'est une des rares traces de l'ancien couvent des Carmélites, qui disposait d'un couvent, d'un énorme couvent. Elle s'était installée d'abord dans une petite bâtisse au début du XVIIe siècle, et puis petit à petit, elles avaient étoffé leurs achats,
et elles étaient situées, nous sommes là ici sur les toits, qui correspondent à la partie haute du cours Vital-Carle. Comme si nous avions quitté la librairie Mola, voilà, on va vers le cours de l'intendance, et tout ce pâté de maisons correspondait à l'ancien couvent des Carmélites, et donc les bâtiments que nous apercevons sont des bâtiments donc, du 19e siècle qui ont été construits sur les restes de cet ancien couvent. Puisque je parle de couvent, couvent des Carmes, ici, qui correspondait donc à la partie donc, du fleuve, ici, voilà, un immense jardin. Et bien aujourd'hui, c'est la bourse maritime et ce sont les entrepôts Lenné. On avait ici un immense espace, bon, qui a bien sûr été, affecté bien sûr par la construction du château Trompette, les glacis qui ont contribué déjà à sa démolition, et puis ensuite à l'élaboration au XIXe siècle de la bourse maritime et de l'entrepôt Lenné qui était demandé par le négoce parce qu'on manquait d'entrepôts pour le commerce de réexportation de Bordeaux. J'essaie d'avancer un petit peu pour laisser la place aussi aux questions. Alors, monuments n'ont pas disparu mais transformés. Il y a des parties de Bordeaux qui existaient, qui ont été construites, mais qui aujourd'hui ne ressemblent plus à ce qu'elles étaient à l'origine. C'est par là que je vais terminer. Je voudrais prendre un exemple caractéristique, c'est le jardin public. Tout Bordelais, bien sûr, aime à se promener au jardin public, à s'y détendre, à s'y montrer, comme on faisait à l'époque moderne, au XVIIIe siècle. Ce jardin, dans tous les plans de la vieille ville, du vieux Bordeaux, vous est représenté comme un jardin à la française. Et il a été en effet élaboré dans l'esprit des jardins à la française, qui étaient à la mode en France, XVIIe, fin XVIIe, XVIIIe siècle. Bon. Œuvre bien sûr de l'intendant Tourny, qui était un moyen de relier la partie de la ville avec les Chartrons en contournant le château Trompette qui existait à ce moment-là à la place des Quinconces. Bien, ce jardin donc, est resté en l'état jusqu'à ce que, au milieu du XIXe siècle, dans les années 1850, il soit transformé en jardin à l'anglaise. Les jardins à l'anglaise étaient déjà à la mode depuis la fin du XVIIIe siècle, mais je l'ai choisi d'ailleurs cette image parce que c'est un maire que je commence à connaître beaucoup qui a décidé de sa transformation. Ce maire dont il reste un boulevard aujourd'hui à Bordeaux, c'est Antoine Gautier. Voilà. Antoine Gautier, j'en profite aussi pour donner un petit peu l'information sur le travail de l'université. Avec quelques collègues, nous préparons, c'est imminent, donc ça sera d'ici la fin de l'année, la publication des mémoires du journal intime de ce maire de Bordeaux qui a écrit tous les jours, pendant 50 ans, tout ce qu'il faisait. Résultat, il a écrit 60 000 pages. Donc c'est un témoignage extraordinaire sur la vie quotidienne, la vie administrative, la vie politique de Bordeaux à son époque, et il raconte justement comment il a œuvré à la transformation de ce jardin, à la mise en place d'un jardin à l'anglaise, comment il a manœuvré pour que ces experts, les scientifiques qui voulaient un jardin botanique, aillent dans le sens qu'ils voulaient, comment il a un peu manœuvré sa commission municipale pour qu'elle décide ce qu'il souhaitait, et comment le conseil municipal a enfin voté ce qu'il voulait. Bon. Donc c'est toute la démarche, il le raconte chez lui tranquillement, la nuit parfois, puisqu'il est insomniaque, donc il écrit à minuit ou 1h du matin, et on lui doit la transformation du jardin public tel que nous le voyons aujourd'hui. Autre aussi espaces qui ont changé, mais pas trop quand même finalement. Voilà, 19e siècle, l'image donc de la place Saint-Projet. Alors on voit mieux l'église qu'aujourd'hui. Elle apparaît plus parce que finalement elle disparaît un peu dans le paysage. Si on n'est pas attentif, on ne la voit pas. Par contre, remarquez bien, la rue Sainte-Catherine n'est pas encore alignée. La rue Sainte-Catherine que nous connaissons actuellement
est en fait la juxtaposition de plusieurs rues qui ont été alignées. Les bâtiments ont été donc remis dans le même prolongement, mais là, vous voyez, ce n'est pas encore fait. Hein. Et on voit ici cette portion qui était vraiment très étroite. Il y avait des parties de la rue larges, tout a été égalisé, uniformisé. La place, bien sûr, vous voyez, la partie centrale a été, bien sûr, réaménagée à plusieurs reprises. C'était l'emplacement de l'ancien cimetière. Et puis, puisque nous sommes ici au Planat, nous terminons notre promenade par la place de la Victoire, place Saint-Julien, faubourg Saint-Julien, ancien rempart, ancienne porte médiévale, transformée bien sûr en une porte monumentale au XVIIIe siècle. Elle est toujours là. Mais vous remarquerez que toutes les parties qui pouvaient rappeler les anciens remparts, donc la fermeture de la ville, ont été supprimées, et que ce qui aurait pu donner finalement plus d'unité à la place par ces bâtiments a été tronqué. Hein. Il y a eu des réaménagements, et cette partie-là qui avait quand même une certaine majesté, n'est-ce pas, eh bien, l'a perdue, je dirais, hein, au profit donc de ce pâté de maison de manière qui est un peu difforme. Voilà, je crois, voilà, avoir terminé, donc en revenant ici dans les lieux de la place de la Victoire, ce petit tour. Je n'ai pas voulu trop long de manière à ce que, bien sûr, on puisse dialoguer, puisque c'est un des objets de ces cafés historiques. Je termine un peu plus long, c'est prévu.